Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, toujours dans la série présentation des outils et ce à quoi il faut veiller et comprendre son utilisation, la dégauchisseuse. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos sur le dégauchissage, comment dégauchir dans des cas particuliers, etc. Ici, ça va être plus axé sur l'utilisation de la dégauchisseuse et ce qu'elle peut nous apporter et différentes techniques éventuellement à faire. Ok, donc ça va principalement être de la théorie plutôt que de la pratique. Par contre, dans la foulée, je vais faire un petit tuto comment faire une feuillure en sécurité en utilisant ces faces de référence. Alors, pour ce faire, j'ai un petit morceau de bois de 40 cm, d'accord? C'est la taille minimum à mon sens pour travailler à la raboteuse et je vais vous expliquer pourquoi. La raboteuse dégauchisseuse, c'est quoi? C'est une machine qui va vous permettre en fait de dégauchir un bois qui est au départ, soit de gauche, soit qui est déjà plan. Alors, c'est quoi dégauchir un bois? C'est un bois qui, à la base, est cintré, vrillé, c'est-à-dire que quand il est positionné sur une table, il peut être totalement tordu. D'accord? C'est le plus simple à comprendre. Alors, la dégauchisseuse, vous avez une table d'entrée, une table de sortie. La table d'entrée est toujours plus basse que la table de sortie. Et la table de sortie, donc ici, la table de sortie ici, est elle parfaitement aligné au couteau de votre arbre, soit à différents couteaux. Donc moi c'est un arbre normal, 4 couteaux. Maintenant il existe des arbres hélicoïdaux avec des plaquettes, etc. Avantage, inconvénient, je vais vous donner mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Ici les 4 couteaux, je les démonte, je sais pas moi, 4-5 fois par an, je les mets à l'affûtage, j'ai 3 jeux de couteaux, je repars, très facile à mettre en place. Les arbres hélicoïdaux, apparemment très peu de bruit, c'est très peu bruyant, qualité de surface nickel. Moi, mon inquiétude, c'est le goudron que l'on va retrouver dans les plaquettes et donc les vis à desserrer pour changer les plaquettes après X temps, qui auraient pris justement tout le goudron, la chaleur, la rétractation, etc. et qu'on n'arrive pas à récupérer les vis. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé sur certains outils de toupie et donc mon interrogation, elle est là. Je me trompe peut-être, mais voilà, c'est juste ma réflexion. Peut-être demander à vos revendeurs s'ils ont déjà un retour sur d'éventuelles difficultés à retirer les plaquettes pour remettre des nouvelles. Donc voilà un petit peu ce qui existe. Il existe aussi des arbres tersa, je pense que ça s'appelle. Bref, voilà, c'est pour le principe de base, juste pour vous dire. Alors, au niveau des tables, moi j'ai des tables qui font 41 cm de large, 1,20 m de long. Pour moi, le minimum pour pouvoir travailler correctement, c'est 30 cm de large. En deçà, ça devient un petit peu plus compliqué, même si on sait faire plein de choses. Et je vous parle de travail, de rendement qui vous permet de ne jamais être bloqué. Moi, j'ai une 40. Ça va faire 20 ans que je fais de la menuiserie. Je n'ai jamais été bloqué avec une 40. D'accord? Donc, j'ai déjà fait des plateaux bien plus larges. J'ai fait des tables, etc. J'ai jamais été bloqué. Donc, voilà. Je pense que c'est un très bon compromis d'avoir une combinée dégauchisseuse, raboteuse et moi en plus de ça j'ai la mortaiseuse sur le côté que je n'utilise plus puisque j'ai investi dans une mortaiseuse à bédane carré. Ok? Alors, principe Ethan, tout simplement table d'entrée, table de sortie, on va régler cette différence en fonction de la matière que l'on veut reprendre. Donc moi je peux régler de 1 à 5 mm en prise. En dégauchissage, moi je ne prends jamais au-delà de 2 mm, 2 mm et demi. Et en rabotage, je ne prends pas au-delà de 2 mm à 3 mm. Mais généralement, je fais 2 mm pour justement me garantir une surface de travail propre et que la machine ne force pas. Ok? Ensuite, on a ici le guide de mise à l'équerre qui donc, comme son nom l'indique, va être parfaitement perpendiculaire à la surface de travail et qui doit toujours être en référence par rapport de nouveau à la table de sortie. J'ai une petite manette ici sur la partie arrière qui me permet d'incliner mon guide jusqu'à 45 degrés. Donc ça, c'est intéressant quand on doit dégraisser des champs de porte, quand on doit faire des chanfreins, quand on doit faire des pièces qui ont un angle à 45 degrés, 30 degrés, etc. et qu'on doit reprendre sur son champ pour avoir une belle surface en sortie de coupe, par exemple, à la scie à format. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, alors, le principe de base, c'est assez simple. Quand on passe à la dégauchisseuse, c'est un des outils qui fait le moins peur aux gens et c'est un des outils malgré tout le plus dangereux en termes
de bijoux. Donc, je l'ai rappelé tout au long de cette semaine par rapport aux vidéos, etc. C'est-à-dire, on ne met pas de montre, on ne met pas de bracelet, on ne met pas de boucle d'oreille. Quand on a des cheveux longs, on les attache. On essaye que les choses soient proches. Ça, c'est vraiment l'outil par excellence. Moi, j'ai souvent des vêtements à la hache. C'est probablement une erreur parce que je relève toujours mes manches. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, je relève à chaque fois les manches quand je travaille à la dégauchisseuse et même régulièrement à la scie à format. À la scie à format, j'y prends un peu moins attention, c'est un peu moins dangereux. J'ai aussi de temps en temps ma montre, mais à la dégauchisseuse, ça reste quand même relativement rare. Pourquoi? Parce que si notre bijou ou notre vêtement vient à prendre dans l'arbre, il faut imaginer qu'il tourne en permanence. La distance entre les couteaux et les deux tables est tellement fine que le tissu va être absorbé, mais vous avec. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui ont des blessures au niveau du ventre, il y a des gens qui ont des blessures au niveau des avant-bras parce qu'ils ont été attrapés par la manche de leur vêtement. Il y a des gens qui ont perdu une partie de leur main parce que le bracelet, la corde de leur bracelet a été absorbée par le truc. Ce n'est pas des mensonges, c'est réel ce que je vous dis. Alors je sais que quand on parle de bracelet, évidemment qu'on veut taper dessus, mais pourtant c'est la réalité. Donc il faut faire attention à la dégauchisseuse, vraiment se dessaper de tout. Et idéalement même, c'est sweatshirt, t-shirt, dans le pantalon, ceinture propre. Dans le temps, notre plus ancien, et moi je le fais souvent quand je travaille à la défonceuse parce que ça fait de la poussière, on mettait des tabliers. Et les tabliers, quand on les accroche, c'est sur l'arrière. Pourquoi? Parce que justement, tout est lisse, du haut sur le bas, et rien ne s'est accroché. D'accord? Le tablier, c'est pas pour faire joli, c'est aussi pour ce genre de choses. Donc les gens que vous voyez qui ont des beaux tabliers, mais qui ont les cordes en face, n'ont rien compris. D'accord? L'attache, c'est derrière. Ok? Donc ça, c'était pour la petite explication pour le départ. On dégauchit des bois de minimum 30 cm. Pourquoi? Parce que déjà, quand on va travailler à la dégauchisseuse, on va mettre sa main comme ceci en butée. Donc on va faire une pince, on va coincer notre pièce pour éviter qu'elle recule. D'accord? Ou on la pousse comme ceci. Donc on a le bas de notre main qui tient notre pièce sur l'arrière et on pousse vers le bas. Comme ça, on la retient de nouveau. La main avant, toujours les phalanges vers la direction de poussée. Et le pouce toujours aligné, un petit peu comme avec une scie à onglet, contre votre truc. Donc vous n'avez pas votre pouce comme ceci, vous avez votre main qui est alignée comme ça. Une fois qu'on arrive, donc on met le capot de protection évidemment, c'est pour la démonstration, la machine est à l'arrêt. On lève notre main parce que l'attaque, c'est l'endroit, on va dire, le plus dangereux. Donc à ce moment-là, la pièce peut encore reculer. D'où l'intérêt de maintenir derrière la pièce, soit comme ceci, soit comme ceci, pour éviter le recul. C'est comme la griffe à la panoteuse. Exactement, c'est comme la griffe à la panoteuse, comme Ethan le dit si bien. Donc on maintient, on pousse avec celle-ci, et celle-ci, en fait, finalement, le mouvement, c'est la pièce frotte sur votre main. Celle-ci ne pousse pas encore à ce moment-là. Elle la maintient, donc elle la pose dessus, c'est comme si vous aviez un presseur réglé à fleur. C'est une pièce qui est fixe, qui est à fleur et qui empêche la pièce de remonter, mais qui ne la pousse pas vers le bas. Ok? On pousse et une fois qu'on est passé au-dessus, il n'y a plus de risque de recul dans le sens où cette main-ci continue à pousser et celle-là la maintient sur la table de sortie. Une fois que la main est passée complètement, celle-ci sort et elle vient aider la précédente à maintenir la pièce sur la table de sortie qui va nous garantir donc de rendre une surface parfaitement plane, alignée à la table de sortie et au couteau. Ok? Ça te semble clair? Donc ça, c'est pour la phase de dégauchissage. Je vais le faire après puisque je vais vous montrer après pour la feuillure. Une fois qu'on a dégauchi une face, ça sera notre face de référence. Donc on prend son crayon, on fait un trait et on vient la positionner contre notre guide perpendiculaire. Une fois qu'il est positionné sur notre guide perpendiculaire, même principe. Main à plat et on pousse sur l'arrière. Pourquoi la main à plat? Parce que au moment de l'entaille, si de nouveau elle devait reculer, en ayant votre main à plat comme ceci, la pièce va glisser et votre main va plaquer contre le guide. D'accord? Si maintenant vous tenez votre pièce comme ceci, automatiquement vous êtes obligé d'exercer une pression vers le bas et vers l'avant. Donc en maintenant une pression vers le bas ou vers l'avant, vous avancez. Si elle a un recul à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe sur des petites pièces? Qu'est-ce qui va se passer? La pièce recule,
vos doigts descendent. Si vous avez le malheur que ça arrive au moment où vous êtes au-dessus, c'est caisse. Aussi petit la lumière soit-elle entre votre pont protecteur et le guide, vous avez au moins perdu un morceau de peau, aussi petit soit-il. Si on peut l'éviter, autant le faire. Donc, la bonne position pour pousser son bois, c'est l'index ici sur l'arrière, le pouce dessus, la main à plat, bien appliquée contre le guide perpendiculaire, et on pousse vers l'avant. D'accord ? Une fois qu'on s'approche, on peut légèrement reculer, on passe au-dessus. Une fois qu'on est de l'autre côté, celle-ci est suffisante pour empêcher le recul. On passe la main par-dessus, elle est poussée vers l'avant, je le rappelle. Si elle recule à ce moment-là, hop, elle recule, ma main plaque, elle ne descend pas. Elle plaque, elle ne descend pas puisque je n'exerce à aucun moment la pression vers le bas, à retenir. Je suis passé de l'autre côté, je pousse, je pousse, je pousse. Une fois arrivé là-bas au bout, c'est uniquement cette main-là qui va continuer à pousser jusqu'à ce que j'aie suffisamment de place pour passer au-dessus et m'aider à pousser mon bois vers l'avant. Ok, ça te semble clair comme mouvement? Donc ça, c'est dégauchir, mettre un champ d'équerre. Je vais le faire en image tout de suite et puis on ouvre la dégauchisseuse pour passer au mode rabotage dont on parle rarement. Le réglage du capot protecteur, assez simple. On met sa pièce de bois, on appuie, on relève et on fait en sorte que le bois effleure le capot protecteur. Donc, il ne bute pas contre, il passe en dessous, mais il l'affleure. Okay ? Ensuite, la sélection de la face sur la table. Si vous avez un bois qui est bombé comme ceci, c'est toujours le côté bombé sur la table pour avoir 2 points de pose sur votre table de dégauchisseuse. On ne met jamais la banane dans l'autre sens. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Okay ? On vérifie que la trappe d'aspiration est ouverte et puis on lance la spie et la machine. Donc, ok. Phase de référence contre le guide. Je redescends mon capot protecteur et je viens l'écarter par rapport à la dimension de ma pièce de bois. Je pousse, je pousse. Deuxième phase de référence. Petit détail quand même important parce que c'est une question qui revient régulièrement. Bon, déjà, il faut comprendre que comme pour tous les outils, les fers tournent dans ce sens-ci. D'accord ? Enfin, tous les outils ne tournent pas dans ce sens-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme tous les outils, on travaille en opposition. Donc, l'arbre tourne dans ce sens-ci, donc les fers prennent la matière dans ce sens-là. Donc on travaille en opposition. Étant donné qu'elle tourne comme ceci et que je vais passer en bas, ben, fatalement, je vais travailler en opposition dans l'autre sens. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la question qui est souvent posée, c'est quel côté, ou plutôt dans quel sens est-ce qu'on passe le bois dans la pièce, comme ceci, ou comme ceci par rapport aux fibres du bois. Alors, ce qui revient toujours, c'est il faut coucher le fil, d'accord, pour pouvoir trouver son sens de passage. Alors, on regardait ça avec Ethan, hein, parce que je lui explique qu'il y a aussi une manière très simple, c'est quand vous passez votre bois comme ceci ou comme ceci, vous sentez quand ça racle. Quand ça grille, quand ça rêche un petit peu comme ça, eh bien c'est la face que vous allez réaplanir. Mais par contre, on va vous dire, oui, vous regardez le champ de votre bois et vous voyez si les fibres descendent ou montent. Alors, moi, je vous montre ici le chêne. Si vous savez me déterminer sur ce morceau de bois-là dans quel sens les fibres montent, donc si elles montent ou si elles descendent,
c'est pas possible. Donc moi, pour être tout à fait honnête, au jour d'aujourd'hui, je ne regarde même plus. C'est-à-dire que d'office, mon bois au départ, je sais que je vais devoir faire au moins une face de dégauchissage, une passe, voire 2 passes. La première passe, je regarde si j'ai la possibilité de le déterminer, évidemment je le fais, mais si j'ai pas la possibilité de le déterminer, je ne m'en soucie pas. Et donc dans ce cas-là, je fais une première passe et si j'ai trop d'arrachement, je sais que je suis vraiment à contre-fil. Mais énormément de bois et énormément de planches qui sont plus longues d'1 mètre, 1 mètre 50, il y a du fil et du contre-fil sur la même face. Et donc, c'est quasiment impossible de ne pas avoir des micros arrachements à certains endroits. C'est pour cette raison que, généralement, je fais ma dernière passe à 0,5 mm dans la dernière, donc j'ai ma phase de référence ici, je vais raboter fatalement la phase brute, une passe, 2 passes, 3 passes en fonction de ce que j'ai à faire, et la dernière passe, puisque là, quand je vais faire ma première passe, je vais tout de suite voir si je suis dans le bon sens ou pas, et ma dernière passe, je la fais de l'autre côté, et je reprends 0,5 mm. À ce stade-là, je remets mon trait de crayon pour faire la phase de référence. Allez, j'ouvre la machine, je rabote. Alors, la vidéo ici est évidemment destinée plus aux débutants qu'aux personnes un peu plus expérimentées. Donc voilà pourquoi je vous montre aussi l'intérieur de la raboteuse. Donc la raboteuse, c'est tout simplement une table qui est parfaitement parallèle au couteau. Donc vous avez vu l'arbre au-dessus qui est composé de 4 couteaux sur ma machine. Eh bien vous imaginez une ligne horizontale qui est l'arête du couteau. Eh bien, cette ligne horizontale est parfaitement parallèle à la table du bas. C'est très important de régler et d'installer les couteaux de la dégauchisseuse d'une manière correcte. Okay, j'ai déjà fait une vidéo sur comment installer ces couteaux sur une raboteuse dégauchisseuse. Je vous invite à aller voir la vidéo éventuellement. Okay, alors, ici, j'ai une molette qui me permet, enfin une graduation qui me permet de connaître la hauteur exacte de rabotage, et j'ai aussi ici un élément micrométrique qui me permet justement de remonter au dixième de millimètre. Donc, on va vérifier l'épaisseur du bois qu'on a à raboter, on va mesurer à différents endroits et on va prendre la mesure la plus importante. De cette mesure, on va déduire 2 mm pour notre première passe. Donc on va passer une première fois, on va prendre 2 mm en dessous de la mesure la plus importante de notre pièce. Je m'explique. Donc si vous avez une pièce qui ici fait 60 mm d'épaisseur et ici il fait 56 mm, c'est possible. Quand vous avez des gauchis, vous avez peut-être dû faire un sifflet parce que la pièce était vraiment trop gauche. Et bien dans ce cas-là, on va faire 58 mm. On va partir de la mesure la plus épaisse et on va retirer ces 2 mm. Là, je ne prendrai pas de matière évidemment, mais au fur et à mesure, je vais arriver à ces 56 mm pour finir à une telle mesure. Du départ, en général, c'est une question qu'on me pose. Je pars toujours bois brut, 5 mm au-dessus de l'épaisseur finie, évidemment en fonction des épaisseurs existantes. Donc si je dois faire une pièce finie de 20 mm, je vais aller acheter du bois de 27 mm d'épaisseur. Pourquoi? Parce que du 25 mm, ça n'existe pas. Par contre, si je dois faire une pièce de 40 mm d'épaisseur, je vais acheter du bois de 45 mm parce que je sais en avoir en bois de 45 mm. Voilà. Allez, je règle ça et puis on va raboter ce petit morceau de bois. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, mon bois fait 45 mm, je règle ma machine à 43 mm et je vais le passer dans ma machine. Pourquoi est-ce que je travaille avec des bois de 40 cm? Eh bien, je viens de rentrer ma pièce de bois exprès, donc je suis arrivé au bout, donc je ne sais plus revenir, je suis dans mon entraîneur. Qu'est-ce qui va se passer si je fais un bois qui fait moins de 40 cm? Je n'aurai pas de prise et je vais devoir aller plus loin avec ma main dans la raboteuse. Donc ça, je ne le fais pas. Donc moi, je travaille avec des bois de minimum 30 cm qui correspondent en fait à la distance entre mon rouleau et la fin de ma table pour me garantir d'avoir ma pièce de bois en main sans devoir rentrer dans la machine. C'est tout simplement pour ça. Alors il y a plein de subterfuges qui vous permettent de travailler avec des plus petites pièces, mais l'idéal, c'est si vous avez une pièce de moins de 30 cm, eh bien, vous prenez une pièce qui fait, admettons, 20 cm, vous faites une pièce de 40 cm au départ et vous la recoupez en deux par la suite. Voilà, c'est tout simple, mais c'est ce qu'il faut faire. Des pièces en dessous de 30 cm, je ne le fais pas. D'ailleurs, moi, 30 cm, je ne le fais pas. Je fais des pièces de 60 et puis je les recoupe par la suite. Ok? Ça te semble clair, ça? Bien y penser, ça, Ethan, hein? Encore une chose. Donc ici, moi, j'ai un embrayage en partie basse
qu'on va désactiver quand on dégauchit. Donc quand on dégauchit, on se met en partie 0, c'est-à-dire qu'ici, on a un entraîneur qui va prendre notre pièce de bois et qui va l'amener de l'autre côté. Donc c'est un rouleau strié qui va amener notre pièce de bois de l'autre côté. D'accord? On peut le régler à 6 mètres par minute ou 12 mètres par minute. Ça, c'est selon vos machines. Moi, en tout cas, c'est 6 mètres minute, 12 mètres minute. Et quand on travaille en mode dégauchissage, on le désactive, comme ça évite de faire travailler les courroies inutilement lors du dégauchissage. Donc maintenant, je vais passer mon bois et puis je vous montre tout ça. Donc, face brute vers le haut, face de référence sur la table. Donc toujours penser face de référence sur les tables. Là, je suis à 45, parfait. Ensuite, donc, j'ai ma face de référence. Face de référence. Je suis raboté, je suis parfaitement parallèle. Et maintenant, je vais raboter l'autre côté pour être parallèle. Maintenant, je vais faire ma feuillure. Donc, on a une face dégauchis, un champ d'équerre et je vais pouvoir faire ma feuillure. D'accord? Donc, en toute sécurité avec la chute de l'autre côté. On a en plus raboté la face opposée et raboté l'autre face. Donc, mon bois est parfaitement équarri. Donc, à partir de ce stade, je peux choisir là où je veux que ma feuillure tombe. D'accord? En ayant toujours au moins une face de référence sur la table ou sur le guide. 3 cm de haut, 2 cm, donc 2 cm comme ceci et 3 cm de haut. Donc je vais régler mon guide ici à 3 cm et demi. Voilà, à l'extérieur de la lame. Hein. Donc normalement c'est 3,2 mais je vais quand même m'en assurer. Voilà, ok. Alors, j'ai ma face de référence ici et ma face de référence là-bas. Ok? Je mets mon casque, je règle 2 cm de haut, on va allumer la spie. Que je ne raconte pas de bêtises, face de référence, face de référence. Je prends ma coupe face à moi. Je vais régler 2 cm. Et 3 cm et demi en hauteur qui correspond donc à ma rainure. Face de référence, face de référence. Découpé. Donc comme vous avez pu voir, la chute se situe bien à gauche de la lame.
Elle était même encore un tout petit peu accrochée parce que ma lame n'était pas suffisamment profonde, mais ça, c'est pas grave. Le principe, il est là, c'est-à-dire que en effet, la feuillure peut se faire de l'autre côté avec les faces de référence correctement positionnées. Et quand on arrive à ce stade d'usinage, les bois sont parfaitement corroyés. Donc, oui, vous faites une erreur si vous travaillez avec la feuillure et la chute entre la lame et le guide. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris un petit peu le principe de la raboteuse dégauchisseuse, même si ben voilà, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet. C'était surtout pour vous expliquer plutôt les dangers qu'on pouvait rencontrer en mettant ben voilà, des bracelets, en mettant ben voilà, des montres comme ici. Voilà, c'était le petit clin d'œil en fait à Sylvain. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on continuera à faire des vidéos. On va en faire sur la toupie, mais ça, j'aimerais avoir votre avis. C'est-à-dire, j'ai déjà fait une vidéo sur la sécurité, j'ai déjà fait une vidéo sur comment passer son bois, etc. N'hésitez pas finalement à demander ce que vous souhaitez sur la toupie et je me ferai un plaisir de faire des vidéos qui répondent finalement à vos attentes et à vos questions. Est-ce que tu avais des questions ou des remarques, Ethan? Non? Est-ce que tu as compris le principe? Rien de bien compliqué. Ok. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!